Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Réquisition impériale d'arbitrage. Tribun Aphytis, tu devais certainement pas t'attendre à recevoir une lettre au sceau dynastique aujourd'hui. Mais stresse pas trop. C'est juste moi, Ficor Hobosieb. Je sais que je t'ai rien qu'un petit furton la dernière fois qu'on s'est vu, mais là, j'ai célébré ma bille lustrale, puis je serai en âge de gouverner, même si le grand écomètre a pas l'air d'avoir ça de même. Il veut pas répondre à mes questions, ça la plèbe, le vieux malcommode. Il dit que c'est pas des affaires dont on devrait se soucier, que c'est indigne de notre statut puis de notre pelage, Aziosar puis moi. Nous, on veut juste que quelqu'un nous aide à trancher sur une couple d'affaires pas claires. Fait que, on s'est dit que t'aurais des réponses pour nous. T'es le tribun de la plèbe, après tout. Tu sais, je sais pourquoi ils t'ont muté au Sénat. J'avais peut-être l'air de rien, mais je t'ai regardé aller quand t'habitais au palais. C'est en observant du monde comme toi que j'ai appris comment jouer à la game. Comment un aiglon de famille moyenne peut finir à la table de l'empereur s'il met ses piécettes de ses bonnes causes. T'étais beau à voir, tribun. Tu tricotais de la dentelle. Un beau grand réseau de redevances comme une toile d'arachnassin. Tu te forgeais un avenir au sommet. Jusqu'à ce que tu te fasses cote comme un asti de pouiche. Ben moi, je ferai pas la même erreur. Puis si tu nous aides à déterminer qui a raison puis qui est dans le champ, Ziosar pourrait bien convaincre son père de te redonner ta place au palais. Qui sait? De toute façon, tu l'as facile. Mon cousin, il a une conception crissement whack de c'est quoi la plèbe. Je suppose qu'il va chercher tout ça. Mais ça paraît qu'il a jamais tenu une conversation avec un garde. C'est pas mêlant. Jusqu'à hier, il pensait que nos esclaves, c'était des plébéiens. Qui étaient tous mêlés après la déclaration à son père. Il était comme... OK, mais pourquoi on offrirait la plébéité aux coquerelles? C'est déjà des plébéiens. Puis là, moi, j'ai fait genre... T'es donc ben ortho. C'est pas des plébéiens, c'est des esclaves. Puis là, il a dit que plébéiens puis esclaves, c'est la même affaire. Mais moi, je sais que les esclaves, c'est des coquerelles. Fait que, tu sais, les plébéiens, c'est genre les autres, là. Les éléphants, les abeilles. Anyway, on s'est ostiné toute l'après-midi jusqu'au fouissage crépusculaire. Cette semaine, c'est le mausolée d'Osfad Siabzemil que le dépouilleur a déterré. Le prince consort de Dindana Ier. Un squelette particulièrement magané, mais un méchant bon augure pour la prochaine avancée des troupes. Ziosar puis moi, on s'est ostinés tout le long qu'on paradait la chaise funèbre, puis après la danse de la guerre, sa fiancée puis quelques amis sont venus nous rejoindre avec une fiole de Ziumni, puis on est allé se pourchasser ben high dans le labyrinthe de fleurs. On a fini par s'effoirer tout nus dans les œillets, puis les filles nous ont relancés avec plein d'autres cols à la plèbe. Ils nous ont dérilés jusqu'à pas d'heure. Puis ben, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sûr de grand-chose, dans le fond. Mais tu sais, comment tu veux qu'on règne si on connaît pas notre empire? C'est un moyen cave, le grand écomètre, de penser que ça ne nous sera pas utile de mieux connaître nos sujets. Me suis réveillé à midi, encore un peu dans les vapes de mon Ziumni, puis sur ma table de chevet, il y avait une petite feuille de palmier scribouillée de nos bêtes d'hier. Ouais, parce qu'on s'est genre monté un pool, comme pour les nationaux du jeu de flèche, mais avec nos opinions. Je reconnais le coup de roseau de la fiancée à Ziosar, donc j'estime que c'est un document impartial. Je te le joins avec ma lettre. T'as juste à marquer les bonnes réponses d'un S pour SAP, puis redonner la feuille au messager. D'ailleurs, un petit aigle noir comme lui, ça compte comme un plébéien? Pas clair. Ficor Hobosieb, 5e dans l'ordre de succession au Dey de Sieb, fils héritier d'Ambunted Hobosieb, cousin de l'empereur Astorel Ier, et de Rinta Ragzemil, belle-sœur de l'empereur Astorel Ier. Ziosar. 1. Les esclaves, c'est des plébéiens. Ficor. Les esclaves, c'est des coquerelles. Ziosar. Les patriciens, c'est les aigles, puis nous autres. Ficor. Patriciens, ça veut dire furet, puis les plébéiens, c'est les écomètres, les fonctionnaires, les bodyguards samouraïs, puis les arachnassins. Fait que les aigles avec leur matriarche, c'est genre des matriciens. Ziosar. Les plébéiens ont leur propre pays, à l'extérieur de l'Ithakis. Ficor. L'Ithakis, c'est pas un pays. L'Empire, c'est le pays. L'Ithakis, c'est juste le palais. Puis les plébéiens vivent à Ilurmurde avec le Sénat.
Ziazar. Si on touche à un plébéien, on peut tomber malade puis mourir. Ficard. Faut juste pas qu'il te morde. Et toucher, c'est correct. J'ai déjà touché au grand écomètre. Ziazar. Les Siableuds couchaient avec des plébéiens. C'est pour ça que le démonologiste les a éclatés. Ficard. Oui, ils couchaient avec des plébéiens, mais s'ils sont morts, c'est parce qu'ils mangeaient de la chair de furet. Ziazar. Si un plébéien vient qu'à passer les portes de l'Étakis, les dépouilleurs vont fuir, déterrer, puis réveiller tous les héros pour qu'ils nous protègent. Ficard. N'importe quoi. Y a pas de plébéien au palais, puis tout va bien. 7. Ziazar. Les kangourous, c'est des plébéiens. J'en ai vu un l'autre jour. Ficard. Ça existe pas, les kangourous. C'est des histoires pour enfants. Ziazar. La plèbe a toujours existé. Nous, les furets, on est une évolution de la plèbe. Fait qu'un jour, les plébéiens vont s'éteindre, puis il va juste rester nous autres. Ficard. La plèbe est née d'un mauvais trip de Ziumni de l'impératrice vengeresse. Elle les a rencontrés dans le monde des voix, puis ils se sont matérialisés. Ziazar. La job du tribun, c'est de comprendre les patois de la plèbe puis de traduire en érial. Ficard. Le tribun, sa job, c'est d'espionner les plébéiens puis de présenter ce qu'ils pensent, ce qu'ils découvrent aux sénateurs. Cacheté par le bureau du tribun et l'Urmode, J3, S3, M4, A4, L2, C20, R de ciel. Traduit de l'érial par le journaux. Ah, c'est impossible à lire un tableau. J'ai fait. T'as vu ma face? Non, j'ai pas vu ta face, j'essaie de lire. J'ai vu le tableau arriver. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'il veut que j'arrête la musique puis il veut me décrire le tableau. Puis là, t'as commencé à lire. J'ai fait comme, bon, ben. Je savais pas quoi faire. J'étais comme, c'est donc bien bizarre. Je peux pas dire tous les chiffres. Puis En tout cas, il aurait fallu que je prenne des voix. J'y ai pas pensé avant. Salut, je m'appelle Joël. Je m'appelle Julien. Okay. Vous êtes sur les ondes de choc.ca en train d'écouter comme du monde le meilleur podcast sur la démiurgie. Puis si on a décidé de commencer par le texte, c'est parce que c'est le plongeon profond de Joël sur son peuple de furets. Non, soyons clairs. Si on a commencé par le texte, c'est parce... Soyons clairs. Si on a commencé par le texte, parce que t'as dit « Hey, on commence par le texte », là, après ça, je me rends compte. Mais non, mais c'est complètement... Non, c'est malade, cette idée-là. Commencer par le texte? Ouais, écrivez-nous ceux qui ont aimé ça, commencer par le texte. OK. Ben, en tout cas, pas des textes avec des tableaux. Non, mais ça, c'est pas... Mais ça paraît que c'est la première fois que je fais ça parce que je savais pas comment l'aborder quand c'est arrivé. Puis j'ai fait « Oh, fuck, je suis pas préparé pour ça. » Puis toi, t'avais fait des tableaux des fois, mettons, avec les idolums. Uh-huh. Comment tu t'y étais pris déjà pour le dire au micro? Ouais, c'était so-so, là. OK, fait que c'est juste, tu sais, c'est condamné à être so-so. Ouais. Ben, la nature du tableau aussi compte, là. Je pense que là, on compare vraiment le point de vue de Ziozar et le point de vue de Ficard. Fait que... Hey, il aurait fallu que je te demande de faire un des deux. Ouais, j'y ai pensé. On repart-tu l'épisode, on fait ça? Non. Non, OK. Bon. On peut le faire à la fin si on a le temps, puis on le collera. Puis là, le monde, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, ben c'est ça que vous avez fait. OK. Mais je sais pas comment on va le faire. Ah oui, OK. OK. On verra ça. On peut OK. voir ça. OK. C'est comme une surprise pour nous, mais pas pour les auditeuristes qui sont rendus là dans l'écoute. Eux, ils savent qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Hey, faisons ton texte. J'ai des petites questions que j'ai sur le texte, puis on fera le plongeon profond comme tout de suite après, genre. Du même souffle. Ben, c'est ça, mais c'est que mon plongeon profond est sur les furets. Puis c'est un texte all-in furet. Oui. C'est comme c'est des furets qui se posent des questions sur les pas furets, puis c'est des furets qui font étoile 69 pour demander l'heure. Ouais. C'est vraiment ça mon feeling, là. Genre, on va écrire une lettre au tribun pour complètement pas la bonne raison qu'un tribun existe, puis on va lui demander de régler nos... Ouais. C'est ça, il est quelle heure? Puis là, genre, l'opératrice est obligée de nous dire il est quelle heure. Là. Ouais. Et j'imagine que le tribun, il est comme obligé d'écrire un S à côté des bonnes réponses puis de le renvoyer. Puis il est comme, c'est bien niaiseux. Ouais. J'ai aussi un peu l'impression que c'est 2 Billy Madison. Oui. Ah oui, ben en tout cas, on a droit à un des deux. OK. Puis là, après ça, dans le tableau, on a droit à l'autre un peu. Ouais, c'est ça. Puis il y en a un qui se fourvoie complètement, puis l'autre, il est dans le champ. Tu sais, chacun son truc, là. Je sais pas, faudrait regarder aussi, tu sais, on va comparer, mettons, leurs deux opinions avec les miennes.
Puis on va dire que les miennes sont les vraies parce que c'est moi le démiurge. Fait que tu sais, il y a ça aussi, là. Je sais qu'est-ce qu'eux autres ils disent, puis je suis comme, ah, lui, il dit ça, puis il a un petit peu raison, mais il se mélange quand même. Mais on fera ça. OK. On fera genre Ziosaur, Ficard, puis après ça, tu me donneras la réponse. OK, mais parlons du bulk du texte avant, peut-être. Ouais. Si tu veux bien. Ben, il y a quelques petits trucs qui ont attiré mon attention. Ils ont l'air d'avoir une certaine connaissance du parcours du tribun. Neftis. Ouais. Puis ils disent que c'est comme s'il y avait un bel avenir devant lui, mais il s'est fait cut. Il s'est fait cut. Cut comme attrapé? Ouais. OK. Il s'est fait cut. Fait qu'il il est en train de faire quelque chose de pas super clean. Ouais. Le tribun, il y a quelque chose qui faisait que... Qui était pas correct. D'un coulisses. Illégal. Puis ça reste encore à définir. Moi, j'ai des idées, mais je les ai pas encore établies clairement. Mais il y a des choses que le tribun faisait au palais, dans sa vie au palais. Puis là, c'est la première fois que je parle de ça, qu'avant, il vivait au palais. Fait qu'il y a eu une phase de la vie du tribun qui était une vie impériale avec les gens de la vraie haute. Ouais. Puis il a été rétrogradé au Sénat. C'est comme, non, toi, tu t'en vas gérer la plèbe, puis le Sénat, puis les affaires poches. Des gens qui pensent qu'ici, c'est une démocratie. Puis t'as plus le droit d'être dans le cour du roi, là, puis de chiller avec l'empereur. OK. Fait qu'on n'a pas d'indice sur quelle est la nature de sa transgression. Non, mais tu sais, je t'invite à réfléchir aussi à ce que notre Église aristocrate, matriarche, avait dit. Ouais. Toute sa famille, toutes les femmes de sa famille sont mortes, puis... Fait qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé du tribun. Là, j'établis un peu quand est-ce que ça s'est passé. Il faut faire des mathématiques, là, mais cette lettre-là versus l'âge du gars qui écrit la lettre nous laisse indiquer que le tribun a été muté au Sénat v'là à quelques années. C'est pas genre le mois passé, mais c'est pas v'là 20 ans non plus. OK. Fait que je peux faire les maths pour toi, là, mais le furet... qui nous raconte cette histoire, qui s'appelle Ficard Hobosieb, il célèbre sa bilustrale. Ça veut dire il y a 10 ans. OK. Un lustre, c'est 5 ans. Il célèbre sa bilustrale, puis il dit « J'étais juste un fureton, un petit bébé, tu sais, quand je te voyais aller. » Fait qu'on peut l'imaginer à 4, 5, 6 ans. Puis il regarde le tribun aller, puis le tribun se fait cote. Fait que ça fait à peu près 5 ans. Ça fait à peu près un lustre que le tribun il est au Sénat, puis il a été kick-out. OK. C'est ça. OK. C'est pas une histoire qu'on peut vraiment aller plus loin dedans parce que je donne vraiment rien d'autre dessus. Là. Mais effectivement, il devait faire quelque chose d'un peu mal vu. OK. Anyway, on s'est destiné toute l'après-midi jusqu'au fouissage crépusculaire. Est-ce que c'est pour son anniversaire ou c'est quoi le fouissage crépusculaire? C'est comme ils déterrent quelqu'un puis ils ont une cérémonie avec ce qu'ils viennent de déterrer? Ouais. Fait que là, je commence à placer un peu des pratiques rituelles du dépouilleur. Là. Les trucs du dépouilleur. Oui, le dépouilleur. Fait que j'ai jamais vraiment expliqué dans le détail c'est quoi le dépouilleur, mais c'est par rapport au culte de la mort, comment on gère nos cadavres. OK. Et puis, j'ai décidé qu'il y avait une pratique Le dépouilleur s'appelle le dépouilleur parce qu'il gère les dépouilles, mais aussi il exhume des dépouilles. Fait que c'est drôle parce qu'on est dans le même univers un peu que tes dormeurs. Ouais, OK. Mais moi, c'est des vraies dépouilles. Puis il y a des croyances autour de ça, que les dépouilles, on les ramène à la surface, puis on les parade pour préserver leur mémoire. Okay. Fait que les dépouilles des gens importants. Fait qu'il y a une pratique de momification pour que cette dépouille-là survive un peu, puis on les sort de terre et on la parade et ça apporte des augures. Fait que le dépouilleur va dire « Ah, le cadavre d'Osfat Siebzemil m'a révélé telle information. » Encore, quand je fais tout ça, je suis à mi-chemin entre la superstition, la croyance pure et peut-être la magie, mais c'est à voir. Est-ce qu'il y a une sorte de loterie ou de hasard sur qu'est-ce qu'on va déterrer? Ou, ouais? Ben, pour le commun des mortels, tout à fait. Pour lui, là, pour Ficard, lui, il fait comme « Ah, aujourd'hui, c'était Osfat. Okay. Osfat Siebzemil. » Genre le prince consort de l'impératrice d'Indana Première. Si tu fouilles un peu dans la dynastie, tu te rends compte qu'il est mort il y a 200 ans. Là. Fait qu'il est magané, ce vieux furet-là. Mais c'est-tu le fait que ce soit magané qui est de bon augure ou c'est le fait que ce soit lui?
le fait que ce soit lui. OK. Puis, fait qu'il y a comme une espèce de loterie, mais comment qu'elle fonctionne, cette loterie-là, je pense pas que c'est loterie pour le dépouilleur. Je pense que le dépouilleur Il savait qu'il était prend des vrai. décisions. Puis, mais à savoir, tu sais, c'est quoi, comment il opère son art rituel du dépouilleur. Pour moi, ça, c'est comme une boîte mystère que j'ai le goût d'ouvrir un jour. Je sais qu'elle existe, puis il va falloir qu'à un moment donné, je la définisse. Je l'ai jamais fait encore. Est-ce que c'est quelque chose qui appartient seulement aux furets, cette Moi, ça, cérémonie-là? c'est propre à leur culture. Puis mon inspiration, c'est malgache. OK. À un moment donné, j'ai appris que ça existait dans la religion traditionnelle de Madagascar, de sortir les cadavres de terre puis de les parader dans le village. Le jour où le cadavre est complètement putréfié puis plus capable, impossible de l'enlever de là, c'est le jour où le membre de la communauté est réellement mort. Ah, OK. Puis une fois par année, on sort son cadavre, puis on le parade. Puis tant que ça c'est Physiquement physiquement possible, il est entre la vie et la mort. Fait que ça, c'est une croyance tout à fait vraie de certaines régions de Madagascar que j'avais entendu parler un moment donné, j'avais fouillé un peu, puis après ça, j'y ai pu repenser. Puis là, quand je développais mes trucs de dépouilleur, j'étais comme « Ah, j'aime ça, mais clairement, je veux pas faire un copier-coller. » Fait qu'on flirte avec cette idée du cadavre qu'on dépouille et qu'on parade dans le palais, ici, dans la capitale. Mais pourquoi? Ben là, c'est pas juste pour la préservation de ce membre de la communauté, c'est plutôt parce que le cadavre nous communique des choses. Fait que le dépouilleur est le grand traducteur de cette communication-là. Est-ce que ce fouissage-là, on le fait plusieurs fois par année, plusieurs fois par... Ben là, c'est pas des années, mais je veux dire... Comme j'ai dit, je sais pas. OK. Peut-être que c'est clairement pas un truc qui se passe à chaque jour, mais peut-être que c'est une pratique hebdomadaire, comme la messe. T'sais. OK. Puis c'est juste que dépendant qui sort, ou peut-être que c'est un truc sur commande de l'empereur. L'empereur il dit on a besoin d'un fouissage pour avoir des conseils parce que là, ça va pas bien à Shop avec les troupes au front contre les Serpentiens. Fait que clairement, sur cette journée-là, il le voit comme un augure par rapport aux troupes. Fait qu'il y a des questions qui sont posées aux cadavres sur les troupes. C'est que c'est vraiment autant une pratique funéraire qu'un oracle. Ouais, exactement. C'est les deux. C'est les deux. Puis, je vais te le dire, là, mon petit feeling, c'est que c'est tout fake. Okay. Mon petit feeling, là, je vais le développer, puis peut-être que je vais insérer une magie là-dedans, mais j'ai le goût de dire que c'est du charlatanisme pur et dur, puis que c'est juste une pratique rituelle religieuse, mais que l'aspect oracle, c'est genre le best guess du dépouilleur qui est là puis qui fait comme « on va dire ça », ou encore « l'empereur veut vraiment entendre ça, je vais lui dire ce qu'il veut entendre ». J'ai plus le goût de jouer dans ce terrain de jeu-là que le terrain de jeu magie pour cet aspect-là. Ce qui est beaucoup plus calqué sur notre façon de fonctionner ici dans notre monde. Là. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Puis à garder en tête que la raison, le point de départ pour cette pratique-là que j'ai eue, c'est la biologie d'une belette, d'un furet, d'une hermine, d'un vison, qui ont une tendance à creuser tout le temps. C'est une tendance naturelle chez cet animal-là, les mustélidés, de tout le temps creuser. Même quand tu as un furet à la maison, il va faire des trous s'il trouve quelque chose, là, il va faire un trou dedans puis il va fouiller. C'est une de mes questions de plongeon profond. Est-ce que tu en fais souvent ce genre de parallèle-là entre le comportement d'un animal puis les traditions, la culture, les façons de faire de son alter ego dans ton univers? Le plus possible. OK. Dans le sens où j'ai décidé que c'était des animaux anthropomorphes, je vais jouer là-dessus. T'sais. Sauf que j'aime le concept que c'est pas nécessairement les calques que nous, on voit naturellement. T'sais. Folkloriquement, le renard est rusé, mettons. Ouais. Mais un renard, c'est plein d'autres affaires qu'à ruser. Fait que genre, si je fais un peuple renard, j'ai peut-être le goût de miser plus sur un autre aspect. Pas l'aspect rusé, un autre aspect d'un renard. Fait que le fait que le renard est bon pour tu sais, il est rapide sur ses pattes, puis il est bon pour se pousser puis se cacher. Puis il est un peu, genre, frileux de se mouiller, tu sais, comparé à un loup qui se lance avec sa meute. Fait que peut-être que c'est ça mon jeu. Parce que le renard rusé, ça a été fait et vu 1000 fois. Fait que, OK, mais je peux faire un peu autre chose. Sur les furets, ben, le fait que les furets
fouille, puis fouisse, creuse tout le temps. Cool, je vais faire de quoi avec ça, c'est sûr. T'sais. C'est comme une façon d'éviter les clichés, dans le fond. Ouais, puis d'autres clichés que je peux décider d'embrasser parce que c'est tellement cool. Je pense que je veux juste être conscient du jeu que je suis obligé de faire là-dedans, là, puis prendre les décisions rule of cool ou on think outside the box. C'est un des deux tout le temps, puis je suis sur la chaise entre les deux, puis pour chaque peuple, pour chaque aspect, je prends une décision. La fiole de Ziumni. Ouais. C'est de l'alcool? T'es la personne qui me pose tout le temps des questions quand je veux pas nécessairement répondre sur une chose. Oui, mais tu l'écris. Est-ce que tu reconnais quelque chose de particulier dans ce mot Ziumni? Ben, les fruits de cristaux, là, moi, je me rappelle plus c'est quoi. Ouais. Ben, ça ressemble à ça. C'est Raxium. Raxium. Puis Raxium, tu es tout le temps en train de me dire, c'est quoi? Oui, à quoi ça sert? C'est quoi? Fait que le Raxium, il y a plein d'affaires que j'ai en tête par rapport à ça. En fait, plus qu'en tête, je les ai vraiment... au fil des derniers mois, quand j'ai commencé à intégrer ça dans le récit, j'ai fait « Ah, je sais ce que je veux faire avec ça. » Fait que là, c'est full bien développé, mais j'ai le goût de le garder un peu secret puis juste le donner au compte-gouttes. Puis un des aspects, c'est que tu me demandais genre, mais pourquoi tout le monde, tu sais, comme pourquoi ils se battent pour avoir ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est rare parce que l'arbre fait un fruit aux 30 ans, là, mais c'est pas juste rare, c'est prisé. Pourquoi c'est prisé? Bien là, je donne comme une clé quand même importante, c'est que c'est prisé dans l'Empire parce que pour la biologie spécifique de mes mustéliens, mes furets, ils ont une réaction chimique aux vapeurs. Tu sais, j'ai dit que le Raxium avait une odeur. Ouais. Ah, ça sent drôle. Puis là, c'est la chélonienne, la tortue de mer, qui décrivait au tribun, genre, j'ai senti le Raxium, c'est comme une odeur chaude, épicée. Là, j'ai livré ce texte-là peut-être il y a 6 mois, mais elle décrivait ça. C'est comme de l'herbe à chat pour les furets. C'est de l'herbe à chat. C'est pas de l'herbe à chat, c'est leur cocaïne. OK. C'est extrêmement addictif et c'est un extrêmement bon stimulant qui va, genre, t'amener comme l'impression que t'es le maître du monde. Puis, genre, fait que c'est un peu comme la nicotine aussi. Ça ouvre tous les vaisseaux sanguins. Puis, fait que pour un furet, les vapes de Raxium ont cet effet-là. Puis le Raxium étant un fruit fait un peu en métal, ouais, OK. Perdure pendant des siècles, puis émane des petites vapeurs comme avec un half-life super long. Là. Fait que, genre, il va continuer à émaner ses vapeurs pendant longtemps. Okay. Fait que tu pourrais avoir un Raxium chez vous, puis aller sniffer de temps en temps, puis tu capotes ta vie. T'sais. C'est comme une chope sans fond. Là. C'est une chope sans fond. Okay. Ici, ils boivent un liquide carbonisé de ces vapeurs-là, OK. qui est préparé par du monde, en tout cas, dont c'est la vocation de préparer ce liquide-là. Le liquide s'appelle le Ziumni. Et puis, maintenant, on apprend qu'au palais, ou du moins les impériaux, les gens qui ont le pouvoir, les furets qui ont le pouvoir, sont addicts à ça. OK. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire là-dedans. Il n'y a pas plus de mystère par rapport à ça. C'est vraiment juste un stimulant. C'est une drogue. C'est pas une drogue. C'est pas Dune. C'est pas une drogue qui t'ouvre les sens ou qui te... Non, c'est juste une drogue, mais ça fait que les gens qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir peuvent vraiment beaucoup, beaucoup triper sur cette drogue. Fait que ça rajoute un élément de préciosité aux matériaux. OK. Est-ce que c'est c'est comme un effet secondaire du Raxium, puis c'est pas... Il existe dans ta tête et dans ton univers une fonction première? Il y a d'autres affaires par rapport à ça. Ce fruit-là puis cet arbre-là sont un peu une mine à MacGuffin possible. Okay. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Je pense que j'ai déjà partagé un autre aspect important, c'est que les serpents croient que c'est divin. Ouais. Tu sais, il y a ça aussi, un aspect croyance. Fait que pour un peuple... Pour les serpents, puis c'est là-dessus un peu que se joue la guerre qu'on voit en ce moment. Les serpents croient que c'est divin, fait que tu peux pas, genre, souiller et désécrer la Raxium raie. Les furets savent que, tous les gens qui sont en situation de pouvoir, les gens qui habitent au palais, les gens qui ont le power... Ils vont vouloir mettre la main dessus. Ils veulent tout en sniffer de ça. Fait que
c'est ça. Tu as tout de suite une situation d'opposition qui est irréconciliable à partir du moment où tu découvres une nouvelle source de Raxium. Avant la découverte de la Raxium Ray, le Raxium n'existait pratiquement plus. C'était comme un truc qui était épuisé. Mhm. Là, maintenant, ben, il existe une nouvelle source, puis elle appartient à l'Empire, parce que l'Empire sait exactement quoi en faire. Puis les serpents, eux autres, ils font comme, non, on fait rien avec ça. C'est une source on les protège. C'est une source de conflit naturel dans ton monde aussi. Là. Ouais, c'est comme se battre pour une ressource naturelle, c'est juste que les deux factions qui se battent pour la ressource naturelle en feraient pas la même chose. Une des deux veut juste la protéger, la conserver, puis pas y toucher. L'autre veut absolument la consommer. C'est comme si on avait des gens qui protégeaient des gisements pétroliers en disant que le pétrole, c'est l'essence même de la vie, de nos ancêtres. Ouais, on est là. C'est un liquide sain. Le liquide sacré qu'on peut pas toucher. Puis après ça, nous autres, on est en pleine révolution industrielle. Mais il nous en faut. Là. Okay, je comprends. La machine, elle roule à ça. Puis je veux, tu sais, c'est ça, avec mon idée de genre, c'est de la cocaïne, c'est de la nicotine, peut-être que c'est pas les bons référents. Parce que pour moi, l'Empire run à genre l'innovation, puis l'organisation, la logistique. Puis peut-être la meilleure comparaison que je peux faire sur le Ziumni, c'est que c'est du café. C'est que genre, enlève le café dans les 100 dernières années, puis il y a beaucoup moins de choses qui ont été inventées. Il y a beaucoup de... tu sais, il y a des structures au complet qui ont pas émergé parce que l'Occident roule au café, depuis longtemps. Ouais. Fait que, moi, dans l'affaire du café, je suis un furet, finalement. Là. Pourquoi? Enlève-moi pas mon café. Ouais, Joël. c'est ça. Écoute, je te dis ça, mais j'en ai un dans les mains. Non. Ouais, j'ai pas de café dans les mains. Hey, passons aux affirmations des deux innocents. Des deux New Roxbury, un peu, là. OK, c'est bon. Ou genre John C. Reilly, puis... Puis Will Ferrell dans Step Brothers. OK, c'est bon. Fait que nos deux innocents. OK, hey, puis qu'est-ce que tu dirais que... ouais, c'est ça, je vais dire l'option de ce que Ziozar pense, ce que Ficard pense, puis tu vas me dire la vérité après? Ou la presque vérité? Ou la vérité ou genre le meilleur, comme la meilleure façon d'aborder ce sujet-là. Là. Ben, je me doute que l'énoncé 1, Ziozar pense que les esclaves, c'est des plébéiens. Puis Ficard pense que les esclaves, c'est des coquerelles. Puis je pense que les deux... Ziozar se plante. Ficard est comme pas assez grand dans sa définition d'esclave. Il doit y avoir des esclaves qui sont pas des coquerelles. Exactement. Fait que les plébéiens, les esclaves, c'est deux choses différentes. C'est ça. Puis il y a plein d'esclaves qui sont pas des coquerelles. Mais les coquerelles qui sont au palais... Puis c'est ça, dans le fond, ce tableau-là, puis toute cette conversation-là, le but de la production de ce mois-ci, pour moi, c'était d'exposer à quel point l'Itakis, dont je ne parle jamais, là, c'est la première fois que je rentre vraiment dans l'Itakis. L'Itakis, c'est le palais impérial. Et pour moi, c'est mon Versailles, complètement déconnecté de Paris, qui a plus de pain. OK. Juste avant une révolution, tu sais. Fait que... À la place de penser au front, à la place de penser à la souffrance de la guerre, à la place, eux autres sont tout nus dans le gazon, puis ils s'ostinent sur c'est quoi la plèbe. Ouais. Puis ils décident d'écrire une lettre. Ouais. Okay. Mais eux autres, c'est ça, ils gloussent tout nus dans un labyrinthe de fleurs avec des feux-filles, puis ils courtisent, puis ils assistent à tous les rituels et les cérémonies nécessaires. Tu vois que, parce que pour moi, ils sont encadrés dans sont dans de la ouate, mais sont pognés dans les structures de cette ouate-là, parce qu'il parle de sa journée, puis sa journée, ça a l'air d'une série d'apparitions publiques et de cérémonies. Puis lui, il est 5e dans l'ordre de succession. C'est même pas l'empereur. Ouais. Il a quand même besoin d'apparaître dans toutes ces affaires-là. Fait que là, eux autres, ben, ils connaissent rien à rien. Tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qui se passe au palais. Fait que pour moi, cette ostinade-là, elle a un intérêt intéressant, un point que je pense qui est un bon angle pour regarder ce texte-là, c'est qu'est-ce qui existe au palais? Parce qu'ils parlent des coquerelles, puis ils disent les esclaves, les coquerelles. Fait que c'est supposé nous donner un peu l'indice que le palais impérial, il n'y a pas nécessairement tout le monde, puis toutes les races, puis toutes les espèces, toutes les sophonthes, mais il y a des coquerelles qui sont esclaves. Ça, on l'apprend. Là, après ça, ils s'ostinent de savoir c'est quoi ce mot-là, plébéien, ça veut dire quoi? Puis ils savent vraiment pas c'est quoi un plébéien. Fait que c'est juste ça qui se passe dans toutes leurs conversations, où ils disent, un plébéien, c'est ça. Non, c'est ça. Mais la raison pour laquelle ils savent pas c'est quoi un plébéien, c'est qu'il n'y en a pas au palais des plébéiens.
C'est tout. Ils sont complètement perdus. Il y a des Mhm. patriciens puis des esclaves, tu sais. À voir après ça qu'est-ce qu'il y a d'autre, mais ouais. Ouais, Fait parce que Ficard a un peu raison. Même mais- des corbeaux, il n'y en a pas au palais parce que quand il parle des corbeaux, il est comme un petit aigle noir, comme le messager. Là, il fait comme, il y a un messager, c'est comme un aigle, mais... Fait Fait qu'il sait même pas c'est quoi un corbeau. non, il comprend pas. Il fait comme, il y a des aigles différents. Ouais. Eux autres, ils font de la messagerie, genre, on dirait. OK, mais est-ce qu'on... à quel point Fait qu'eux, c'est... ils ont une éducation là, impériale, mais leur éducation tu sais, le grand écomètre les éduque personnellement. Là, que de l'air, le grand écomètre, pour moi, c'est le boss des écomètres. Là. C'est comme, il est au top. Il connaît tout. Il connaît tout, mais il donne des parcelles d'informations à la jeunesse furette du palais. Puis il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans, peut-être une conspiration des écomètres contre les Ouais, y impériaux. a-tu un là. dessin derrière ça? C'est ou- des éléphants, puis ils ont le backseat du pouvoir. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose genre, on veut pas nécessairement que l'empereur sache tout sur tout. Puis si toi, tu deviens le prochain empereur, on veut être capable de te contrôler. Tu sais, il y a Il y a ça un jeu de aussi. pouvoir. Un jeu de pouvoir, Ok. d'après moi, de genre, ma job, c'est de t'enseigner, mais le grand écomètre actuel, avec ces deux kids-là, a de l'air à faire une mauvaise job. Je comprends. Est-ce que c'est volontaire de sa part? Est-ce que c'est son ordre qui lui dit de faire ça? Ou est-ce que il y en a juste rien à battre de ces deux-là parce qu'ils sont pas tout de suite dans succession? Je sais pas. Pourquoi tu ris? Parce que je pensais que ça allait être un exercice de passer au travers de ton tableau, puis là, je lis « Si on touche à un plébéien, on peut tomber malade puis mourir. Ouais. » Opposé à « Faut juste pas qu'il te morde. Il toucher, c'est correct. » J'ai déjà touché au grand écomètre. Ouais. Il pense que le grand écomètre, c'est un plébéien. Mais... Oui, déjà là, c'est comme. Le grand écomètre, c'est un éléphant, puis les éléphants sont pas plébéiens. C'est des patriciens. Ah, il est tout mélangé. Ok. Fait qu'il y a ça aussi, là, ce texte-là est vraiment pas un bon premier texte sur mon univers. Parce que c'est juste mélangeant. Ouais, parce ouais. que les deux gars sont mélangés. OK, ben regardons point par point. Là. Tu Ok. veux faire le deuxième? Oui, oui. Ben, les plébéiens ont leur propre pays à l'extérieur de l'Itacus. Non, le deuxième. Oh Les mon Dieu, patriciens. ben oui. Les patriciens, c'est les aigles puis nous autres. Ça, c'est ce que Ziozar pense. Ouais. OK. Ficard pense que patricien, ça veut dire furet. Puis les plébéiens, c'est les écomètres, les fonctionnaires, les bodyguards samouraïs, puis les arachnassins. Fait que, dans le fond, ils ont comme deux visions dans le champ de c'est quoi un patricien. Ouais. Puis lui, il dit que les aigles sont sûrement des matriciens parce qu'ils fonctionnent avec des matriarches. Là, il vient d'inventer ça. Là, Ouais. tu sais. Mais, ouais, C'est Timon et Pumba. c'est Timon et Pumba. Oui, c'est ça qu'il dit. Ah, Ils mais disent- même pas, parce que Pumba, à un moment donné, il dit que les il dit que étoiles les sont- étoiles, ouais. c'est exactement ce que c'est. Mais eux autres sont même pas là. là. Ouais. Fait que clairement, c'est leur vision qui est avec des œillères. Là. Ziozar, il pense rien qu'aux aigles puis aux furets. C'est ça les vraies affaires. Les patriciens, les autres, ça doit être des plébéiens. Ficard, il dit non, les patriciens, c'est juste les furets, puis les autres, c'est les plébéiens. Mais ce qu'il nomme comme étant les autres, il dit les écomètres. Ça, c'est quoi? C'est des éléphants. Les éléphants, oui. Les fonctionnaires, Des abeilles. des abeilles. Puis après ça, il nomme deux autres affaires dont on n'entend jamais parler dans le reste de mes textes. Les bodyguards samouraïs, je peux pas deviner c'est quoi, mais les arachnassins, je sais que c'est des araignées. C'est des araignées assassins. Puis les bodyguards samouraïs, c'est des suiniens, des porcs, des cochons qui viennent d'un autre pays puis qui sont engagés comme étant des bodyguards. On les a pas déjà entendus parler dans ton texte de cafard? Genre, peut-être une fois Ok. très, très loin, là, ça a été nommé le on the side, mais ils sont vraiment périphériques à mon empire. Sauf que au palais impérial, Il y en a. non seulement il y en a, mais c'est la garde personnelle de l'empereur. Puis là, quand je pense à ça, je pense aux zouaves du Vatican, Ouais, qui sont ok. des gardes suisses. Totalement, oui. Au Vatican, en Italie, genre. Ouais. C'est un peu ça, genre, c'est des mercenaires Qui ont été engagés, dans le extrêmement fond, hein. performants, engagés pour protéger les intérêts vraiment précis de l'empereur et sa famille, et qui n'ont donc aucune affiliation dans l'Empire, donc aucune chance de... tu sais, une chance de trahison, puis d'être tout brouté. Là, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de possibilité de coup de couteau Ils dans n'ont pas le dos. accès au pouvoir. Pas juste qu'ils n'ont pas accès, mais ils n'ont pas intérêt. Ils se font juste payer, puis c'est pas dans leur intérêt, mettons, de faire valoir leur lignée, leur famille à eux Ouais. dans la prochaine version de l'Empire. Je comprends. Eux autres sont juste genre des étrangers engagés. Sage décision de la part de l'empereur. Ouais, fait que ça, c'est un système qui. Puis ils ont des arachnassins aussi, c'est-à-dire des araignées assassins qui jouent dans les ombres. Fait qu'au palais, on a juste des patriciens, puis deux autres espèces qui sont juste mercenaires, ce que j'appelle les pérégrins. Pérégrins sont toutes mes sophones qui font pas partie de l'Empire. OK.
Et puis, il y a clairement des esclaves coquerelles aussi, Ouais. qui sont aussi des pérégrins, mais eux autres sont esclaves. Fait que la faune, puis là, j'utilise faune dans le sens comme les gens qui habitent, Ouais, mais en ouais, même temps, c'est de la faune. La faune de l'Itakis, du palais impérial, ne ressemble pas à la faune générale du pays, tu sais, de l'Empire là, en tant que territoire. J'ai même pas le goût de... De quoi? Non, mais... De regarder leurs opinions niaiseuses? Oui, c'est ça. Non, mais la 3 est bonne, dans le fond. Ok. Là, ils pensent que les plébéiens vivent à l'extérieur de l'Itakis dans un pays qui leur appartient à eux. Ouais. Ce qui est complètement ridicule. Ouais. Puis l'autre, il pense que l'Itakis, c'est un pays, puis que l'Empire, c'est le pays. Puis l'Itakis, c'est juste le palais, puis les plébéiens vivent avec Lourmoud, avec le Sénat. Fait que Ficard, l'Itakis, c'est pas un pays. Ficard a raison. Ouais, L'Itakis, c'est ça. c'est le palais. Sauf qu'il dit les plébéiens vivent à Lourmoud. Lui, on dirait qu'il s'imagine qu'il existe deux affaires, l'Itakis puis Lourmoud. Et Lourmoud étant juste une ville, tu sais. Ouais. Mais il a raison quand il dit l'Empire, c'est le pays, l'Itakis, c'est juste le palais. Les plébéiens sont partout ailleurs. Là. Ils sont juste pas au palais. Bon, le 4, on va le sauter. Là, si on touche un Ouais. plébéien, on peut tomber malade. 5, les Sieblods. Ouais, mais c'est à se demander si c'est une pure superstition ou si ça vient de quelque part. Ben, on dirait plus un jeu de cours d'école. Là. Ouais. Tu sais, ils en ont jamais vu de plébéien, puis genre, si tu y touches, tu meurs. Là. Ouais. Mais l'autre, il dit qu'il a déjà touché à l'écomètre. Tu sais, mais l'écomètre, c'est même pas un plébéien. Là. Bon. Les Sieblods couchaient avec des plébéiens, c'est pour ça que le démonologiste les a éclatés. Ah, là, on commence à avoir le Sieblod. Sieblud. Lud, Le O excuse-moi. avec un accent, c'est E. Ouais. Sieblud. J'ai-tu déjà parlé des Siebluds? Je pense pas. Ben, le démonologiste, on en a déjà parlé un peu. Ça mais... fait full longtemps, mais c'est Denumio, le démonologiste, un personnage historique qui était un sorcier fourmi. Ouais. Tu sais, dans mon premier texte, Oui. là, Gorienda Les sandales, Okshurbang, les sandales, il y a un Ifitsek. Ifitsek étant une caste de sorciers glyphomanciens, fourmis, qui habitent en dessous de la terre, puis qui n'existent plus, tu sais, qui ont été éradiqués. Puis là, on apprenait dans ce texte-là, qu'il y en existait au moins encore un, parce que lui, il a fait des sandales pour le dude, là, pour le chameau. Fait que Denumio, le démonologiste, c'en est un qui est comme une figure historique qui a réussi à renverser le gouvernement. Fait qu'il a éclaté les Sieblud. Sieblud, est-ce que tu peux deviner c'est quoi? Tu peux comprendre c'est quoi ou non? Ben, on est dans l'ère de Sieb, fait que je pense que les Sieblods, c'est comme peut-être une autre famille proche des Sieb. C'est exactement ça. Ok. En fait, là, je pense que c'est peut-être un moment pour démystifier tout ça, parce que des fois, j'en parle puis c'est flou. Sieb, C'est une dynastie de furets. c'est la dynastie régnante depuis 500 ans. 500 ans-ish, OK? OK. Plus précisément, 20 lustres, 20 cycles. Tu sais, Ouais. quand je dis A4, L2, C20 à la fin de Ouais. mes textes, là, ça veut dire que ça fait 20 cycles de 25 années. Voyons, c'est ça. Excuse-moi, de 25 années. Fait que c'est 20 fois 25. Un peu pour faire un calcul. Que les Sieb sont au pouvoir. Que les Siebs sont au pouvoir. Puis, si on fait le plongeon profond dans mes furets aujourd'hui, c'est comme nécessaire un peu d'aller là. Fait Ouais. que, tu veux-tu que j'y aille là ou on en reparle plus tard? Non, Puis let's on go. finit les On va trucs finir de- les trucs, puis on gardera ça pour tantôt, les Sieb. OK, je parfait. vais me le noter qu'il faut faire un retour sur les Parce Sieb. que c'est ça, Sieblud, c'est une version de la dynastie, puis il en existe d'autres, puis on voit tous ces mots-là apparaître, mais dès que tu vois le mot Sieb, tu peux comprendre que c'est des gens au pouvoir qui font plus ou moins partie de la famille. OK. Ce qui est intéressant, c'est que Ficard dit non, c'est pas à cause qu'il couchait avec des plébéiens, c'est parce qu'il mangeait de la chair de furet. Il Ouais. était cannibale. Il était C'est pour ça cannibale. c'est pour ça que le démonologiste les a éclatés. Fait que ces gens-là qu'on appelle les Sieblud, on ira plus tard dans qu'est-ce que c'est tout ça, mais mettons plus précisément, dans cet échange-là, on apprend qu'ils couchaient avec des plébéiens, que potentiellement ils étaient cannibales, puis qu'il y a un sorcier fourmi qui les a tués. OK. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça qui est vrai, un peu de ça qui est faux, mais clairement, on joue avec des tabous. Mais ça, j'aime ça parce que c'est aussi tout l'aspect de la rumeur. Là. Mhm. Faut qu'elle vienne de quelque part. Tu sais. Ouais. Fait que pourquoi eux existent plus, sont tous morts? Ça, on comprend. Là. Les Sieblud sont tous morts. C'est parce qu'ils enfreignaient les tabous de la culture furette, c'est-à-dire coucher avec d'autres sophonthes que des furets, et puis manger de la chair de furet. C'est des affaires de même qu'on voit qui sont clairement tabous dans leur culture. Ouais. OK.
Si un plébéien vient qu'à passer les portes de l'Itakis, les dépouilleurs vont fuir, déterrer puis réveiller tous les héros pour qu'ils nous protègent, tandis que l'autre dit ben non, il y en a plein de plébéiens dans le palais puis tout va bien. Ouais, fait que là, Ficard, sa réponse est conne. Là, parce Il n'y que en a lui, pas de plébéiens. lui, ça part du fait qu'il pense que les éléphants, c'est des plébéiens. Ouais. Mais le point de départ de Ziozar, c'est que les dépouilleurs ont ce pouvoir-là de déterrer les héros, puis les héros peuvent nous protéger. Pour moi... Not. Pour moi, là, Ziozar est juste extrêmement endoctriné dans la religion. Puis, je n'en ai déjà parlé, là, c'est un syncrétisme mustélien. C'est-à-dire, c'est un mélange de croyances et de religion. Uh-huh. Mais l'aspect dépouilleur, là, cette partie-là qui gère la mort et le rapport à la mort, là, lui, il s'est fait complètement rentrer là-dedans. Puis là, il pense que le dépouilleur, quand il déterre un cadavre, le cadavre peut revenir à vie. Puis est-ce que c'est fondé d'une façon ou d'une autre, cette croyance-là? En ce moment, là, ma réponse à ça, c'est non. Ouais. Puis peut-être qu'on se rend compte que, mettons, oui, il y a une forme de magie qui existe, puis je le développe plus tard, mais ce que je veux vraiment rendre clair, c'est que pour les gens qui écoutent ce discours-là de Ziozar, c'est Ziozar qui est dans le champ. Ziozar est tout seul à croire au Père Noël, tu sais. Parce que, genre, dans sa société, les gens pensent pas que le dépouilleur peut Faire ça. raviver des morts. Mais est-ce que les kangourous existent ou n'existent pas? Ben oui, j'en ai vu un l'autre jour. Ben oui. Ça, on le sait déjà dans le canon de Comme du Monde, parce qu'à un moment donné, j'ai présenté une map monde OK. qui avait plein de symboles, plein d'icônes. Il Oui, y a un ok. icône de kangourou quelque part. OK. Fait que là, lui, il en a vu un, puis l'autre, il dit, ben non, ça n'existe pas. C'est des pérégrins. C'est des pérégrins. C'est des pérégrins qui viennent d'une région extrêmement isolée, parce que c'est en montagne, en haute montagne, mais cette région-là est collée sur l'Itakis. L'Itakis, le palais impérial, est à la frontière est, mais pas sud-est, là, vraiment comme nord-est. Puis il y a des montagnes à côté qui sont infranchissables. Les macropodiens, le peuple kangourou, habitent dans les vallées de ces montagnes-là. OK. Fait qu'ils sont super proches, mais ils n'ont jamais rapport avec les autres interactions. C'est pas vrai avec qu'il y en a l'Empire. déjà vu un. Peut-être. Au palais? Pas. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que tu dis le palais est collé. Fait qu'il y en a-tu déjà vu un? Parce qu'il y avait un émissaire kangourou une fois, tu sais, puis je sais pas. Mais clairement, il y a une rumeur que ça existe. L'autre, il dit pas « Hey, d'où tu sors? » Non, l'autre, il dit « Non, c'est des histoires pour enfants. Ouais. » Fait qu'il y a une rumeur qu'il existe des kangourous. Est-ce que t'aimes les anthropomorphes kangourous? Ben, je trouve qu'un kangourou, c'est déjà anthropomorphe. Et voilà! C'est full facile à imaginer. Mais oui, les guerriers de la vertu. C'est quoi ça? Tu connais pas les guerriers de la vertu? Non, je connais pas les guerriers de la vertu. C'est un film j'ai le goût de dire des années 90 qui raconte l'histoire d'un enfant qui tombe dans un genre de drain dans une station de traitement des eaux, là, dans un T'es pas game 2. Ouais. Puis il se retrouve transporté dans un monde un peu comme Japon féodal. Moi, il me semble que c'est des samouraïs. Puis là, il y a comme les gardiens de la vertu, c'est comme 4 kangourous. OK, mais il faut que je regarde Il ça. faut que là, tu vois ça ça, là, fait t'as pas le partie de choix, mon- ouais. C'est mes devoirs de démiurge. Ouais, fait que dans le prochain cycle ou cet été, on parlera là, de ton expérience. On peut-tu faire une critique officielle des guerriers de la vertu, comme C'est on fait avec malade. d'autres œuvres? Ça, c'est le genre de film que j'ai vu genre 8 fois. Là. OK, cool. Le prochain, il est malade, mais surtout pour le point de Ficard. Là. Ouais. La plèbe a toujours existé, ça c'est Ziozar. La plèbe a toujours existé. Nous, les furets, on est une évolution de la plèbe. Fait qu'un jour, les plébéiens vont s'éteindre, puis il va juste rester les furets. OK. Mais Ficard dit la plèbe est née d'un mauvais trip de Ziumni de l'impératrice vengeresse. I majuscule, V majuscule. Elle les a rencontrés dans le monde des voix, puis ils se sont matérialisés. Ouais. Yo, le monde des voix. Yo! Yo, monsieur. Le monde des voix. Quand tu fais du Ziumni, Ouais. il y a des effets secondaires hallucinogènes. Écoute, un peu ayahuasca, là. OK. Tu peux voir le monde des voix, puis tout. C'est pas... c'est clairement pas la façon... C'est pas l'effet numéro 1 et normal du Ziumni. C'est un peu comme un bad trip de OK. Ziumni qui va te mener à ça. Fait que, tu sais, il y a quelques épisodes, on parlait de chimie et alchimie. Mhm.
Avec mon Raxium, c'est là-dedans que je travaille un peu tout le temps. Là. C'est un arbre en vitre avec de la sève de mercure puis un fruit en métal. Il y a des odeurs. Tu peux utiliser ces vapeurs-là pour carboniser un liquide. Il y a une préparation. J'essaie de développer toute la chimie de ça. Puis ça a un aspect, ça a un impact sur le sang du furet, puis qu'est-ce qui se rend dans son cerveau, etc. Fait que, ouais, comme n'importe quelle drogue, il y a des possibilités de bad trip, qu'est-ce qui peut se passer. Sauf que l'aspect qui est weird, c'est le même aspect que l'ayahuasca dans notre monde. Là. C'est que, genre, pourquoi tout le monde voit le même vieux chaman quand il fait de l'ayahuasca? Je comprends. Fait que, apparemment, que le Zhumni, t'as tout le temps comme une espèce de possibilité d'un bad trip où t'entends des voix. Puis là, j'ai travaillé un peu cet aspect-là avec, entre autres, un personnage, je le nomme pas là-dedans, mais je peux en parler vite, là, un personnage historique de la famille impériale qui s'appelle Edvep. Edvep Sieb, c'est l'empereur fou. Il est devenu fou, il entendait des voix qui disaient de faire des choses atroces. Puis, tu sais, fait que je fais comme, ah, nice, mais pourquoi il est devenu fou? C'est ça. C'est les mauvais trips de Zhumni. Puis, fait que ça, c'est un truc que j'ai le goût de travailler un peu, là. C'est intéressant parce que tu as aussi la vieille tortue qui montre des signes de folie après avoir été en contact avec le Raxumray. Effectivement. OK. Fait qu'il y a ça, là, on a parlé de genre... Le monde des voix, c'est quelque chose. Le monde des voix, c'est quelque chose qui se passe pour le consommateur de Zhumni ou la personne qui passe trop de temps à côté d'un Raxium dans la même pièce qu'un Raxium. Mais normalement, c'est-tu juste chimique ou il y a un aspect... genre ésotérique à ça? Ouais. Ben, eux le voient à travers un aspect... Tu sais, leur conceptualisation de tout ça, c'est le monde des voix. Fait à savoir, là, mais l'intellectualisation que les sophonthes de mon monde en font, c'est le fun, le Zhumni, jusqu'à ce que tu tombes dans le monde des voix. Est-ce qu'il pourrait y avoir du monde qui cherche à aller dans le monde des voix pour consulter les voix, pour... Ben, apparemment que les voix te rendent juste fou. OK. Fait que je sais pas à quel point c'est pertinent de vouloir les consulter. Mais tu vois, dans mon idée, le personnage historique Edvep Sieb, le personnage de la famille impériale qui est devenu complètement barjot, pour moi, lui, il tripait, puis il en faisait le plus possible, puis il essayait de faire sens. De vivre dans le monde des voix, puis d'avoir genre ce insight-là, puis de pouvoir revenir à la réalité, puis faire les bonnes actions que les voix lui commandent. Puis, fait que c'est de même que genre, il est devenu complètement sanguinaire. Puis, fait que, ouais, je veux jouer un peu l'impératrice avec vengeresse là-dedans? C'est juste une des personnes qui a régné sur... Ouais, puis c'est l'impératrice vengeresse. Fait que, on fait un deep dive là, en ce moment, mais je peux pas faire un deep dive dans tout ce que j'ai comme idée sur mes dynasties. Mais oui, un moment donné, dans l'histoire, parce que là, je t'ai pas présenté, mettons, une lignée un moment donné, je ferai genre l'histoire de l'Empire. Okay. Mais aujourd'hui, j'ai pas ça, j'ai pas ce matériel-là à te présenter. Par contre, elle, c'est Penacapel II. Il est arrivé bien des malheurs quand elle était enfant. Elle s'est fait dérober le pouvoir. Puis, quand elle l'a repris en s'assurant que tous les ennemis de ses parents puis les ennemis de la génération avant, il allait tout y passer. Puis, elle a refondé l'Empire avec ses propres règles. Elle a fait un Red Wedding. Elle a fait un Red Wedding. La job du tribun, c'est de comprendre les patois de la plèbe et de les traduire en irial, comme si la plèbe parlait pas irial. Puis exactement. Les gens de l'Itakis sont pas capables de comprendre les plébéiens quand ils parlent. Ouais. OK. Puis Ficard, lui, pense que le tribun, sa job, c'est d'espionner les plébéiens puis de présenter ce qu'ils découvrent aux sénateurs. Les deux sont complètement faux. Ouais, puis eux-mêmes sont en train d'écrire au tribun. Puis ils demandent au tribun, coudonc, c'est quoi ta job? C'est tellement innocent. C'est ça. Non, ils disent pas c'est quoi ta job. Ils disent ta job, c'est ça ou ça. Puis il n'y a rien de ça qui est bon, là. Fait que, ouais. Moi, j'aimerais ça voir... j'aimerais ça voir Naphitis répondre. Recevoir cette lettre-là, la lire, puis essayer de commencer à répondre. C'est quoi l'approche? C'est quoi ton angle? Moi, j'aimerais ça écrire peut-être écrire un scénario de stoner movie, mais avec des personnages à la Amadeus. C'est ça, là, eux autres sont dans un mode aristocrate, mais sont complètement « Dude, where's my car » dans leur attitude. Ouais, c'est « Dude, where's my car », vraiment. Là. C'est « Dude, where's my throne ». Puis... « Dude, where's my plébéien ». Ouais. Malade. OK. Parlons plus des furets, peut-être. OK.
J'imagine que ce double portrait-là de Furet, c'est pas représentatif ça peut être représentatif de la vie au palais. Il y a plein de mustéliens citoyens de l'Empire avec une vie normale. Il y a plein de mustéliens qui sont pas des épais. Oui. OK. Puis même au palais, j'imagine qu'il y a plein de mustéliens qui sont wise puis qui jouent comme lui, il dit « Ah, je t'ai vu quand j'étais jeune, tu sais, un petit aigle qui s'en sortait, puis tout. » Fait que là, le gars qui écrit la lettre, Ficard, il est assez wise pour comprendre que Naphitis, il jouait bien le jeu. Puis il dit « J'ai tout appris de toi. » Mais c'est quoi qu'il a appris? Moi, je pense que Ficard, c'est un jeune furet de la famille impériale qui est capable de jouer un peu la game du palais, mais il comprend rien à l'extérieur. C'est quoi l'extérieur du palais? C'est quoi le reste de l'Empire? Mais partout dans l'Empire, il y a des furets qui ont une vie, qui comprennent c'est quoi la vie de l'Empire. Ils sont juste pas au palais. Là. Le palais, c'est autre chose. Puis aussi parce que l'information, c'est le pouvoir, puis clairement, on a décidé de garder ces aristocrates de second plan-là, de troisième plan, on a décidé de les garder dans l'ombre. Là. Ouais. On n'a pas jugé bon de garder ces gens-là vraiment bien éduqués sur la vie à l'extérieur de l'Itakis. Puis encore là, c'est ça, c'est-tu genre une conspiration des écomètres pour mal les éduquer volontairement? Ah oui, Wimblow! C'est malade, on a eu le même flash, oui. Oui, Wimblow, on l'a mal entraîné par si près. Malade. Dans Kung Pao. Mais je suis content que tous les deux, on s'est regardés et on a pensé à Wimblow. Non, c'est ça. C'est-tu volontaire comme ça des écomètres ou est-ce que c'est juste un symptôme de la vie au palais? Parce que, pense à... Puis là, je fais mon parallèle avec la vie aristocratique des années 1700 là, en Europe. Quand tu vivais dans la cour du roi, les compétences requises pour avoir une vie heureuse, c'est d'être capable de séduire les bonnes personnes, jouer les bonnes cartes, puis te mettre dans les bonnes grâces des bonnes personnes. Ouais. Puis c'était absolument pas nécessaire d'avoir quelques autres connaissances sur le monde ou tu sais, comme c'était genre ce qu'il fallait, c'est que tu sois capable de gossip avec les bonnes personnes contre les bonnes personnes. Fait que j'ai l'impression qu'eux, ils vivent là-dedans. Puis ils sont peut-être très compétents à monter les échelons impériaux, les échelons du palais, mais ils comprenaient rien au monde. Il y a plusieurs épisodes, on a abordé un sujet que finalement on n'a pas eu le temps de compléter, puis c'était la promesse de... Lusoté. Ouais. T'as-tu quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport aux mustéliens, par rapport au... Ben, en fait, ma réponse à ça, c'est l'affaire qu'on s'est notée. Sia Blood, c'est quoi ça? OK. Fait que c'est l'histoire du peuple. Fait que je pense que je peux, si on fait le plongeon profond maintenant puis qu'on quitte mon texte, puis qu'on va dans c'est quoi les mustéliens, je pense que je peux partir de là puis nous amener à travers la promesse de Lutoté puis raconter un peu qu'est-ce que je veux de ce peuple-là parce que on en parle tout le temps comme une réalité synchronique, une réalité en ce moment, à l'époque du tribun Naphitis, mais c'est quoi qui s'est passé pendant la préhistoire, tout le travail que tu fais avec tes édificiers. Ouais. Fait que le point de départ, ben on a un peuple anthropomorphe qui est né du désir des dieux. Alors, on s'en va encore dans genre, si tu viens d'arriver sur le podcast, t'es mélangé. Les vrais dieux, les créations, les essences métaphysiques. De ton univers, oui. Il y a 5 des 5 essences métaphysiques qui se battent dans un plan d'existence immatériel. Puis de là est né comme une matérialisation de cette immatérialité-là. Qui est une planète qui s'appelle Gadin. Chacune de ces 5 entités-là mettent des joueurs sur la map. Ouais, ils envoient des guerriers se battre en leur nom. Fait qu'ils ont pris des animaux qui peuplaient le monde, puis comme tel un mutagène de Ninja Turtle, ils ont évolué. OK. Fait que j'avais pas pigé cet aspect-là. Je pense pas que je l'avais nommé. Il y avait des furets dans ce monde-là, il y avait des animaux, puis il y en a un qui a fait comme OK, moi je fais les furets, puis les furets n'ont pas eu un level. Ouais. L'aspect que j'aime le moins, je pense que je peux parler de quelque chose que je trouve poche dans Gadin, que j'haïs pour mourir. Puis à un moment donné, il va falloir peut-être que je trouve une solution, mais l'aspect que je trouve poche, c'est que pourquoi ça donne que c'est les animaux qui existent sur Terre? Ça, c'est inexpliqué et inexplicable. Fait que j'ai 2 solutions à ça, puis j'ai pas encore choisi laquelle. Première solution.
c'est juste que genre c'est une forme de vie à base de carbone, puis ça se développe naturellement vers à peu près les mêmes choses que nous. Fait que le furet est là, puis c'est un furet, puis c'est un peu genre hand wave, là, tu sais, genre fudgé. Garde, un furet, c'est un furet. Ouais. L'autre solution, c'est que c'est pas pantoute un furet. Puis que ça, c'est la traduction que le journaux est capable d'en faire dans sa conceptualisation des choses. Fait que c'est un animal de type un peu mammifère, un peu allongé, tu sais. Puis que le journaux, il dit, bah, regarde, c'est un furet, fait qu'on va appeler ça un furet. Ouais, j'aille pas ça. Fait que je sais pas, en tout cas. Ça, c'est une problématique que tout le monde va affronter dans la création d'un monde qui n'est pas le nôtre. Là. Ouais. Je pense que oui. Pourquoi on est capable de référer à... Pourquoi il y a des humains dans Star Wars, là, tu sais? Pourquoi il y a des chevaux dans Le Seigneur des Anneaux? C'est ça, exactement. Bon. OK, on se comprend. On se comprend. Fait que, mettons qu'on passe ça, puis on dit, bon, ben c'est ça qui s'est passé. Fait que de là naissent toutes mes sophontes. Ouais. Fait que les furets sont apparus. Géographiquement, sont apparus, si on regarde ma map monde, sont apparus sur la côte ouest. Peut-être que je peux même la mettre en ce moment, la map monde. Dans l'épisode, là. Puis je peux t'en montrer à toi. Je l'ai à tu sais, n'importe quel de mes map monde. J'en ai plusieurs, mais je te montre ça. Je sais pas si tu y as accès de ton bord, mais mettons, je te le montre ici. Je vais tirer un ordi vers toi. Oh yes, OK. OK? Fait que les furets apparaissent où? Bien, le grand continent, le supercontinent, vers le sud, l'espèce de pointe triangulaire, style un peu Inde, là, à l'ouest de ça, il y a une grande mer intérieure, une immense mer, là, plus grande que la Méditerranée. Puis à l'ouest, c'est ça, il y a la côte ouest du continent qui donne sur la mer. C'est là que les furets sont nés. Okay. C'est là que les furets sont apparus. C'est le point de départ. C'est ma savane africaine. Est-ce que ta carte, elle est faite comme ça? C'est l'origine de chacune des... Ouais, okay. C'est ça. Les icônes que j'avais mis sur cette map monde-là, pour les gens qui cherchent, là, je la mets en image, mais c'est une map monde que j'ai présentée à l'épisode, je pense. Ouf. Je sais plus. Non. Un épisode cette année. Mais c'est sur le Tumblr de... Ouais. C'est la production 9. C'est okay. Gadin 9. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est les points de départ ou les points où ce que, genre, la préhistoire, la majorité de la préhistoire de ce peuple-là s'est développée. Fait que mes furets viennent du sud. La raison à ça peut être simplement que c'est là qu'il y avait des furets. Ouais. Puis quand ton entité divine a décidé d'insuffler comme un esprit à ces animaux-là, ben, ils étaient là. Fait que c'est là qu'ils ont... Ouais. Fait que c'est de même que j'explique / je n'explique pas. Là. C'est comme un éveil, finalement. C'est un éveil. Ouais. Okay. C'est un éveil, puis ça vient avec comme une évolution. Je sais pas à quel point j'ai le goût de dire que l'évolution est en temps réel. C'est-à-dire, est-ce que ça a pris 1 million d'années? Peut-être. Okay. On s'en fout, tu sais. On travaille sur 14 milliards d'années. Fait que, en 1 million d'années. Après ça, ben, ils se sont développés, mais avec des particularités propres aux furets. Fait que la biologie de ces furets-là, ben, je l'ai développée un peu, tu sais. Fait qu'ils font pour moi entre... Là, j'ai calculé les choses. Je fais, si les furets étaient vraiment anthropomorphes, entre 1,3 et 1,8 mètres. OK. Puis ils font entre 10 et 50 kilos, sont full minces, tu sais. Fait que genre, je développe ces affaires-là, puis ça fait partie de comment je veux avoir une idée d'imager mes mustéliens de plus en plus. Leur espérance de vie flou, aussi. L'espérance de vie est courte par rapport à nous, les humains. Oui, parce qu'à 10 ans, il est en train d'écrire c'est ça. Mais c'est le cas de la plupart... Oui, parce que sa maturité sexuelle apparaît à 2-3 ans. OK. Espérance de vie d'une 30aine d'années. OK. Fait qu'on travaille là-dedans, puis on se rappelle que les années, c'est 125 jours. Fait que c'est encore plus court que ce que tu penses. Ouais. Fait qu'ils vivent de 4 à 6 lustres. Donc, c'est ça. Fait que je commence à faire des tableaux un peu de comment toutes mes espèces, toutes mes sophontes ont des particularités biologiques qui vont après ça avoir une influence sur leurs croyances, sur leur culture, mais aussi sur leur interaction avec, mettons, les tortues de mer, qui peuvent vivre vraiment plus longtemps. C'est cool parce qu'on parlait de ça dans l'épisode précédent, la relation entre différents sophontes qui ont différentes espérances de vie puis leur relation avec le temps. Oui, puis je pense que ça apparaît jouer naturellement. La long game, les tortues peuvent jouer la long game, les psittaciens aussi, les perroquets peuvent jouer une correcte long game, mais les fongiens sont mon top. Ah ouais, hein? Parce qu'ils vivent sur un autre niveau de temporalité complètement. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais ils renaissent. Ils meurent jamais vraiment. Ouais. Fait que je joue avec un concept d'immortalité un peu différent, pas résurrection, voyons. Réincarnation. Réincarnation, oui. Réincarnation réelle, tu sais. C'est vraiment la même personnalité qui réapparaît parce que c'était un de ses sports. Fait que c'est de l'autoreproduction. Ça, c'est cool. Quasiment du clonage. Oui.
Fait que ouais, je peux jouer sur ces affaires-là. Mes furets sont mon point de départ. Aujourd'hui, on fait le point de départ. Puis c'est quoi? Ben, ils vivent pas si longtemps. Mais ils se reproduisent quoi, assez rapidement? Assez Des rapidement. grandes familles? Non, pas du tout. OK. Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'ils n'ont pas des grosses portées. C'est rien comme ça. Fait que c'est des petites familles, ils se reproduisent un peu, mais rien de vraiment... C'est pas des souris, là. Les furets se reproduisent normalement comme les mammifères, la plupart des mammifères, et c'est pas particulièrement impressionnant. Pourquoi je le présente ça? Parce que ça devient important dès qu'on rentre dans l'histoire un peu plus documentée. Fait que tout le côté biologique, mettons je le claire là, c'est que ce que je me suis noté, c'est des choses de... Puis je vais revenir sur la Sea Blood? mettons leur pelage. Mm-hmm. Un aspect, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ils ont des pelages gris, noirs. Tu peux imaginer un furet, une belette. Sauf que, tu sais, l'hermine blanche, là, ou les visons, non, les hermines qui ont du pelage taupe puis blanc sur le ventre. Puis, pour moi, j'ai essayé de travailler avec les impériaux, la famille impériale, se signale par ce pelage-là. Ils sont purs. OK. Et ils se salissent pas. Je comprends. Fait que dès que tu vois un impérial, il y a le pelage blanc et puis il y a même certains membres, certaines génétiques avec un losange, comme un diamant de taupe dans le front. Entre les yeux, sur le front. Sur le front, oui. Fait qu'il y a comme une façon naturelle de remarquer. C'est un, tu sais, Blue Blood, mais carrément, là, vrai. Mais on le voit puis on le sait, tu sais. est-ce que c'est vrai dès leur inception, là, dès leur création, que ils ont un air impérial, tu sais? C'est naturellement des leaders. Ben, c'est vu comme ça. OK. Moi, je pense que c'est de la bullshit, là. Tu sais, genre, c'est juste une couleur de pelage comme une autre. Mais ça a été comme... C'est maintenant comme... Ah, mais typé. je parle pas nécessairement au niveau de la famille, mais au niveau de l'espèce, là. Ah, c'est-tu comme une autre espèce? Les mustéliens, non. Est-ce que les mustéliens sont, dès leur apparition... Non, ils sont mélangés. Ils sont un peu n'importe quoi. Mais ils n'ont pas une facilité à gouverner ou une prédisposition à gouverner. Ah, ça! Excuse-moi, je pense que j'ai complètement mal compris ta question. Ils ont une prédisposition à trouver des solutions, à se faufiler. Pour moi, leur caractère et leur comportement, c'est... opportuniste. Éhonté, futé, ratoureux, trouve des façons. Fait que j'imagine carrément le concept de se faufiler en société comme un furet. Malade. Fait que je pars de là, puis je dis c'est de même qui ont pris le pouvoir. C'est dans leur rapport avec les autres espèces, ils ont trouvé les bonnes alliances, les bonnes ficelles, c'est qu'elles tiraient. Mais il y a plein d'autres aspects de leur comportement, comme le fait que leur prédateur naturel au furet, dans la vraie vie, c'est les aigles puis les serpents. Fait que dès le moment où je les mets dans Gadine, puis je dis, le voisin de l'autre bord du plan d'eau, c'est les serpents. Le voisin au nord des montagnes, c'est les aigles. Puis toutes leurs interactions vont se définir par ça. Les furets, comme mangent des rongeurs, des grenouilles, des poissons, des œufs. Puis ça aussi, tu sais, je pars de là, puis je dis, ben ça, c'est leur diète. Fait que leur rapport avec les animaux normaux, puis avec les sophontes animaliers, va se définir par ces affaires-là. Fait que là, c'est un fodder, là. C'est comme ça donne du jus pour que j'invente. Ben, est-ce qu'ils apparaissent en batch de 5, tes sophontes? Est-ce qu'ils ont une histoire enregistrée, là, eux, pendant un moment, il n'y en avait pas de... Non, parce que le territoire est immense. Fait qu'ils savent pas que sur un autre continent, les félins viennent d'apparaître. OK. T'sais, ils peuvent pas le savoir. Ils n'ont pas ce reach-là. Comme la vallée de l'Indus ne savait pas que l'Égypte existait. Fait qu'ils ont... mais tu nous donnes quand même un indice comme quoi les aigles, les serpents puis les mustéliens sont batch 1. Proches. Non. Pas nécessairement. Il y a des développements qui se sont passés un moment donné. Puis moi, quand je parle des interactions en ce moment, je suis pas en train de parler des interactions préhistoriques. Fait que batch 1, batch 2, batch 3, c'est une histoire carrément préhistorique. Mais quand on arrive c'est quoi qui s'est passé il y a 500 ans? Tout le monde est là. OK. Mes 25 sophontes sont présents. C'est pas un cas de « Ah, il me semble que c'est bizarre. » Il y a personne dans ton monde qui réfléchit au fait que
que peut-être qu'ils sont pas tous arrivés en même temps. Là. Dans mon monde, ces discussions-là pourraient pas, dans le fond, ça pourrait pas être deviné à part par genre Divination. divination ou archéologie extrêmement compétente. Puis divination, mes dauphins sont capables de divination. Fait que peut-être que oui, ils sauraient. Ouais. Ils sauraient ça, mais ça peut pas être confirmé. Il n'y a aucun truc tangible parce qu'on est avant les poteries, là, quand tout ça se passe. OK, cool. Fait que, il y a ça. Il y a le contexte où ce que les furets deal avec les abeilles qui sont juste collées sur eux, les aigles puis les serpents. Puis tous les premiers contacts qui sont enregistrés puis documentés se passent v'là à peu près 2000, 1000 ans. Et c'est tout le temps en guerre contre les serpents, en guerre contre les abeilles, en guerre contre les aigles. OK. Un moment donné, là, je vais parler de c'est quoi la promesse de Luthoté, c'est qu'un moment donné, il y a un point où ce que les furets sont pratiquement éradiqués. Ils n'ont pas réussi à... Ils n'ont pas la puissance des abeilles qui se coordonnent extrêmement bien puis qui ont genre comment t'appelles ça? Un fédéralisme. Okay, Il y a une reine qui gère absolument tout, ce qu'on appelle la reine des reines, qui est dans la ruche, qui gère les autres ruches. Ils ont un zèle aussi. Oui, les apiens sont extrêmement cordés. Okay. C'est comme, sont faits pour être des militaires puis être efficaces. Puis les aigles sont dans leur montagne puis ils viennent chasser du furet. Puis... Fait que t'as ce rapport-là. Les serpents sont de l'autre bord de l'eau, mais à chaque fois qu'il y a un contact, c'est un mauvais contact puis les serpents gagnent parce qu'ils ont une culture vraiment forte puis une civilisation vraiment qui a de l'avance sur la civilisation des furets. Fait que les furets sont les grands perdants. On est v'là 500 ans à peu près. Puis, il y a un furet qui s'appelle Luthoté. Puis, je ne vais pas raconter son histoire, c'est super complexe, mais c'est comme un héros légendaire que j'ai inventé. Puis, ce qui se passe dans la promesse de Luthoté, c'est que Luthoté se ramasse avec en sa possession des potions alchimiques, carrément avec de la magie. Il y a une forme de magie dedans. Ces potions-là sont développées par une faction d'alchimistes chéloniens. Des tortues de mer alchimistes, dont je pense que j'ai jamais vraiment parlé. J'ai-tu déjà parlé de ça? On n'a jamais parlé d'alchimie de tortue, non? L'alchimie de tortue. Fait qu'il y a de l'alchimie de tortue qui se donne, puis à cette époque-là, il y a une tortue qui est apparemment la meilleure alchimiste qui a jamais existé et aussi la meilleure alchimiste qui n'existera jamais après. Fait que là, mon inspiration, c'est directement un personnage elfique de Seigneur des Anneaux qui s'appelle Fëanor, qui a inventé les Silmarils, qui a inventé comme les objets les plus précieux qui vont plus jamais pouvoir être... C'est comme ton Léonard de Vinci, tu sais. OK. Fait qu'elle avait fait toute une série de potions. Luthoté se ramasse avec des potions en sa possession. Et puis, il y a une des dernières survivantes, Furette, qui le trouve, lui est un ermite. Puis les furets sont comme vraiment un peuple en diaspora perdu un peu partout, puis ils n'ont plus aucune chance pour eux. Puis c'est les abeilles qui les ont toutes éradiquées. Et puis quand elle découvre Luthoté lui fait la promesse de régler son problème. Luthoté avait fait une promesse à sa mère, puis là, on est quelques années plus tard, 2 générations plus tard, sa grand-mère. Puis, fait que je me rappelle plus du détail de cette histoire-là, mais quand ça finit, c'est qu'il lui donne une potion. Cette potion-là, c'est une potion qui va sauver les Mustéliens, qui va même les mettre au pouvoir. C'est une potion de fertilité extrême. Parce que cette jeune fille-là, Furette, va avoir déporté, puis elle va devenir une espèce de machine à fournir. Puis tous ses enfants vont avoir déporté, puis tous leurs enfants vont avoir déporté. Et on sait que c'est divin parce qu'elle a exactement 25 portées de 25 petits, qui eux-mêmes ont eu 25 portées de 25 petits, puis c'est notre chiffre magique de 5. Ouais. Ils vont, à elle puis sa gang, repeupler toutes les furets, puis réussir à faire une contre-offensive contre les abeilles. Puis à un moment donné, quand ils sont rendus un peu à parité, les abeilles sont quand même plus capables militairement. Ils vont se cacher dans les montagnes, puis là, ils sont vraiment plus nombreux que les aigles, puis ils vont faire un deal avec les aigles. Les aigles vont broker un deal avec les abeilles, puis ils vont devenir genre, OK, maintenant, on est une nation à 3 peuples, puis on est capable de s'arranger entre nous. Puis les furets sont vraiment plus nombreux et ont pris le pouvoir des aigles de leur bord. Puis les aigles ont beaucoup de ressources naturelles, beaucoup plus de force politique. Puis ils vont finir par genre mettre les abeilles à bas. Puis les abeilles vont devenir sous-fifres des furets. Puis là, l'Empire est créé. C'est le mythe de la fondation impériale. C'est là que les furets vont vraiment utiliser leur façon de se faufiler plutôt que d'utiliser la guerre comme
comme outil. Ils vont utiliser plus la diplomatie. La diplomatie, oui. Fait ils vont fonder l'Empire à 3 peuples qui vont devenir les 3 peuples patriciens. Puis, quelques générations plus tard, vont finir par, genre, envahir le continent au complet, puis faire comme assujettir les chameaux. Mais c'est le début de l'ère de tortues. C'est l'ère de Sieb qui commence avec la première impératrice, qui est cette jeune fille-là qui obtient la potion. Fait que là, elle, son nom, c'est Sieb. C'est juste son nom de famille. Okay. Après ça, Sieb devient le nom pour la dynastie qu'elle fonde. Puis, au fil des générations, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis, à un moment donné, je vais peut-être avoir le goût de plonger dans chacune de ces époques-là. Mais en gros, un moment donné, les Sieb se divisent en « Ah, ça, c'est la gang de l'aîné, la gang du deuxième fils, puis la gang de la petite sœur. » Puis là, finalement, il y a 3 factions. Qui a le pouvoir? Qui a les bonnes alliances? Fait que ça devient Game of Thrones. OK. Vraiment, là, tu sais. À l'intérieur même de un de tes sophonthes. Ouais, pour les furets et seulement que les furets. Puis la gang qui descend de elle-même, là, de elle puis sa première portée, c'est eux qui ont le pelage blanc. OK. Avec le diamant. Ouais. Toutes les autres qui sont comme mélangés avec du brun, avec du gris, vont devenir le peuple qui habite tout le continent. Puis eux, clairement, sont pas des impériaux. Et là, le sang est préservé, fait qu'il y a full de consanguinité. On veut juste marier cousin, frère, sœur. Puis ça crée des variantes de la dynastie. À un moment donné, une de la fesse gauche qui finit par prendre le pouvoir, puis qui change, qui dit comme, ben nous autres, on est les deuxièmes Sieb. Les deuxièmes Sieb, fait que là, ça devient les Sieb les Sieb Am voulant dire 2 en irial. Fait qu'il y a comme des variantes comme ça. Puis c'est ça, des fois, que je plug. Les Sieb ça, les Sieb ça, les Sieb Rinta, les Sieb Zana. C'est comme les cousins germains. Ouais, puis à un moment donné, c'est eux qui finissent par prendre le pouvoir. Fait que finalement, c'est eux, notre dynastie régnante, mais ça dure un certain temps jusqu'à ce qu'ils s'entre-dévorent. Fait que c'est tout le temps ça aussi, le rapport que je veux avec mes furets, c'est qu'ils se battent tous pour leur point de la couverte, puis pour avoir le siège impérial. Ce que j'appelle le dai. Dans le texte, je dis le dai de l'empereur ou je sais pas quoi, c'est comme un objet sacré qui représente que tu es l'empereur, un peu comme une couronne. Il nous reste donc 24 épisodes à faire pour faire tes autres sophonthes. Ouais, puis à chaque fois, on va pouvoir reparler des furets. Puis il nous reste moins d'une minute pour dire que c'est le dernier épisode de la série régulière. Pour vrai? Il reste rien qu'une minute? OK. Puis qu'on va se revoir cet été avec des petits épisodes hors série. Fait que peut-être rester attentif sur les réseaux sociaux. On aura quelques petites annonces à faire. Mais c'était un plaisir de faire une saison avec toi, Joël. Hey, c'est une saison qui se conclut. Ouais. C'est un plaisir de faire ça avec toi. On va se revoir cet été. Là. On fait plein de hors-série, puis après ça, on revient. Ouais, à l'automne. À l'automne. Ouais. Bon, ben bye-bye. Bye-bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.